Donc, je te laisse la main, Kevin. Oui, alors bonjour, vous me voyez bien là? On n'a pas de caméra, non. Alors attends, il y a un problème là. C'est pas simple. Là, pourtant, moi, ma caméra est activée. Toujours pas? Non. Moi, je vois. Enfin, peut-être que les particuliers te voient. Moi, je te vois pas. Je sais pas si. Alors, attends, je relance. Là, normalement, je suis en plein écran. Nous, on n'a pas ton image pour le coup. J'ai bien le son, j'ai bien. Bon, écoute, c'est pas trop grave. Non, j'ai bien la caméra, sinon, attends, j'essaie de l'arrêter. Voilà, je la relance. Non, toujours pas? Ouais, non, toujours pas. Bon, écoute. On va faire ça. sans, tant pis, c'est Bon, pas écoute, évident. ouais, c'est les bugs du direct, comme on dirait. C'est les aléas, ouais. Bon, vous ne me voyez pas, mais bon, je me présente. Donc, je m'appelle Kevin Pellet. Donc, j'ai pris récemment mes fonctions au poste de chargé de mission à l'habitat et l'animation à la communauté de communes de l'Estuaire-et-Sillon. Donc, à ce titre, je vais gérer le futur guichet unique Conseil Habitat en Estuaire-et-Sillon. Donc, je vous souhaite la bienvenue de la part de Madame Tramier, vice-présidente déléguée à l'aménagement, à l'urbanisme et à l'habitat d'Estuaire-et-Sillon, qui porte avec les autres élus de la communauté de communes la volonté de renforcer le conseil à l'accompagnement des habitants, à la rénovation des logements, en particulier énergétiques. Estuaire-et-Sillon souhaite en faire un axe fort de leur politique, donc notamment ce soir avec ce webinaire, mais aussi tout au long de l'année en proposant des multiples actions d'information et de conseils sur l'habitat. Donc, on sait qu'il existe une multitude d'aides et que ce n'est pas toujours facile de se retrouver, quoi. Notre but, c'est de montrer qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager dans un projet de rénovation. Donc, je félicite tout le monde de s'être inscrit à ce webinaire ce soir et qui va, je pense, déjà répondre à vos questions essentielles et vous aidera à vous lancer, quoi. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de la communauté de communes d'Estuaire-et-Sillon. Vous y trouvez toujours toutes les informations relatives à l'habitat. Et prochainement, le planning des animations qui vous seront proposées. Donc, Estuaire-et-Sillon lancera officiellement en mars son futur guichet unique, donc Conseil Habitat en Estuaire-et-Sillon. Mais vous pouvez, dès maintenant, dans la rubrique Habitat, trouver mes coordonnées et on pourra échanger sur vos projets afin que je puisse dès à présent vous orienter vers nos partenaires, parmi lesquels justement on a l'association Alizé, donc spécialisée dans le conseil et l'accompagnement à la rénovation énergétique, qui anime ce soir ce webinaire, quoi. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Louis et Laurie. Bon, et puis, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci, Kevin. Et désolé pour la vidéo. Je comprends pas. C'est surtout pour toi, ouais. Désolé que ça ne marche pas. Ouais, pourtant je l'ai. Laurie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais vu qu'on n'est pas beaucoup, est-ce qu'on ne peut pas prendre les questions au fur et à mesure du diapo? Peut-être que ça sera, vu qu'on n'est pas beaucoup, ça se gère assez facilement. Je pense que ça permettra que ce soit un petit peu plus vivant. On parle là-dessus. Ça te va en gestion, Laurie? Complètement, pas de souci pour moi. Donc, du coup, avis à tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau du webinaire. Comme ça, on est sur la bonne diapositive. Je me permettrai d'interrompre mon collègue pour poser la question tant qu'on est sur le sujet plutôt qu'attendre la fin. Ok, ça marche. Merci. Du coup, le webinaire de ce soir, comment il va se dérouler? On va avoir 6 gros temps. Donc, on va faire une entrée en matière sur qu'est-ce qui peut nous amener à rénover. On va ensuite entamer toutes les questions de l'état des lieux, donc par où se font les déperditions par l'intermédiaire d'un petit jeu. Ensuite, on va voir l'audit énergétique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça permet? Et on va ensuite enchaîner avec la priorisation des travaux. Alors, je vous poserai la question et je donne une petite réponse dans mon déroulé, mais du coup, je vous la reposerai, voir si vous avez été attentif sur cette diapositive. Ensuite, on aura là, on aura quand même fait le gros du sujet aujourd'hui, de ce soir, et on fera quand même un petit point sur les aides financières, mais rapide pour pas trop rentrer dans le sujet, parce que vous allez voir que ça va faire quand même pas mal d'informations, avant de passer à un temps d'échange questions-réponses qui, si vous avez bien suivi, se fera finalement tout au long du webinaire, mais a fortiori aussi à la fin, quoi. On fera les deux. Donc, c'est parti. Alors, pourquoi rénover son logement? Petite entrée en matière, en fait, on remarque que l'activité humaine génère 2 fois plus de gaz à effet de serre que la Terre ne peut en absorber.
C'est ce qu'on entend aux alentours du mois de juin-juillet quand on dit qu'on a consommé la plupart des ressources de la Terre. Ça revient à quelque chose près au même, de dire qu'on a actuellement une génération de 2 fois plus de gaz à effet de serre, quoi. On est dans une surconsommation. Cette surconsommation amène à générer des gaz à effet de serre. On a plusieurs, on va dire, caractéristiques, plusieurs indicateurs qui nous permettent de l'observer. On observe une diminution de la biodiversité, un risque nucléaire qui est croissant, un réchauffement climatique, est-il utile de le répéter, on l'entend pas mal en ce moment, et des pollutions diverses, que ce soit de gaz à effet de serre ou de pollution des eaux diverses, quoi. Peu importe la manière dont ça se caractérise, on a une augmentation de ces pollutions. Si on rentre un petit peu plus dans le sujet, on se rend compte que en France, la consommation annuelle d'énergie représente 270 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Donc, c'est une unité qui permet de comparer les différents secteurs d'activité. Et on remarque que le secteur du bâtiment a une responsabilité de 45%. Alors moi, je suis un éternel optimiste. Je ne vois pas ça comme négatif. Je vois plutôt qu'il y a un énorme potentiel sur le bâtiment pour réduire en fait sa part de consommation des énergies, plutôt que de dire qu'on est vraiment des mauvais élèves dans le bâtiment. Voilà. On zoome encore un petit peu plus. On remarque sur ces consommations donc dans le bâtiment, mais plutôt en termes de consommation dans un ménage, on remarque que les consommations, donc là, c'est des chiffres de l'ADEME qui datent de 2012, où on a une consommation d'énergie qui est majoritairement pour le chauffage, à plus de 60%, suivi des appareils électriques en tout genre. Donc là, on parle de un aspirateur, un robot cuisine, machine à laver, multimédia, froid, génération de froid pour conservation des aliments, donc frigo, réfrigérateur, ce genre de choses. Ensuite, on a la production d'eau chaude sanitaire, donc ce qui va vous servir à prendre une douche et à vous laver les mains donc, avec de l'eau chaude. Et tout ce qui est question de cuisson, donc là aussi qui est responsable à peu près 7% de la facture énergétique d'un foyer. Si on fait une actualisation de ces chiffres, aujourd'hui, on remarque que la part des appareils électriques est croissante, en fait. La répartition de ce diagramme tend à réduire la part du chauffage pour augmenter la part des appareils électriques, parce que nos modes de vie continuent d'évoluer vers une intensification de l'utilisation du multimédia dans nos modes de vie. Donc voilà pour le petit historique. Face à ça, face à ce constat, quelles sont les possibilités que l'on a pour aller vers quelque chose qui ne nous fait pas rentrer dans une éco-anxiété, on va dire, pour le formuler rapidement. On a fait le choix, on a le parti pris aussi de montrer une démarche qui est celle d'une association qui s'appelle Negawatt, alors que peut-être certains d'entre vous connaissent, d'autres moins. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas de prérequis à ce webinaire, donc je vous l'explique ici. Le scénario Negawatt présente une mise en action en 3 volets. Un premier temps qui va aller vers de la sobriété. Ensuite, on va aller chercher de l'efficacité et ensuite du renouvelable. Alors, c'est pas très parlant comme ça, sauf si on connaît déjà la démarche. Du coup, la diapo suivante présente quelques petits exemples. Si on se place du point de vue de l'éclairage, par exemple, la sobriété consisterait à éteindre nos lumières inutiles. L'efficacité consisterait à utiliser des ampoules basse consommation ou LED. Et le dernier pas consisterait à avoir une production d'électricité locale et avec des énergies renouvelables. Donc là, on a une représentation schématique d'une éolienne et de panneaux photovoltaïques. Donc voilà, un exemple. Un autre, le chauffage. En sobriété, c'est d'abord baisser le chauffage et mettre un pull. Ensuite, en termes d'efficacité, ça serait d'isoler son logement. Et si on veut aller vers du renouvelable, ça serait l'installation d'un poêle à bois performant. Donc voilà, c'est vraiment que des exemples. On en a d'autres là. On a tous les schémas en bas qui nous permettent de réfléchir sur l'entretien de notre robinetterie. Une fuite d'eau représente un goutte à goutte d'eau. On s'est rendu compte que ça représentait énormément de consommation d'eau lorsqu'elles n'étaient pas réglées.
Cette démarche Négawatt s'applique aussi au transport et à nos modes de vie courants. Donc là, on voit le fait de mettre un couvercle sur une casserole, de plutôt étendre son linge plutôt que de faire un cycle de machine à laver de type séchage, d'avoir des équipements plutôt performants, éviter de prendre des bains et plutôt aller vers des douches. Enfin, les exemples sont multiples. On voit à peu près ce que ça peut donner en termes d'exemples, je pense, après ça. Si on regarde au niveau du bâtiment ce que ça peut donner en termes d'intervention, rapidement, on va déjà essayer d'optimiser ce qui peut venir de notre environnement. Ensuite, optimiser l'apport solaire. On va ensuite essayer d'aller vers une forte isolation, une réduction des déperditions, que ce soit au niveau des murs ou des fenêtres. On va essayer de bien gérer les fuites d'air. Donc ça aussi, ça va être géré au niveau de l'isolation. Une fois qu'on a géré l'isolation, on va gérer la ventilation, puis on va gérer le chauffage. Donc, et à chaque fois, on va avoir en tête sobriété, efficacité et renouvelable autant que faire se peut. Voilà pour l'entrée en matière. Alors maintenant, je vais vous demander, est-ce que vous avez une idée, vous pouvez ouvrir vos micros, de la répartition des déperditions qu'il peut y avoir dans une maison, c'est-à-dire par où s'effectuent les plus grosses déperditions selon vous. Le premier poste de déperdition dans une maison, au niveau des différentes parois qui sont constituées de la maison, quel est le poste qui est le plus déperditif? Soyez pas timide, je vous en prie. La toiture. La toiture. La toiture, à mon avis, et en deux, les fenêtres. OK. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Je vais pas répondre. Non, tu n'as pas le droit, toi, Kevin, effectivement. Ce serait trop facile. Alors, on est effectivement sur une bonne réponse. On a un premier poste de déperdition qui est par la toiture. Et on a un second poste qui est par les ouvertures. Alors, ça, on a ça, et on va avoir ça. Donc, les ouvertures, là, sur la représentation, représentent 10 à 15%, mais c'est parce qu'on est sur un modèle où c'est déjà en double vitrage. Donc, on remarque que les déperditions d'une maison se font majoritairement par la toiture, effectivement, pour une raison simple, c'est que la chaleur monte naturellement, en fait, et donc, si on n'empêche pas la fuite des calories, elle traverse notre toiture parce qu'on n'aurait pas suffisamment d'isolant, et donc vont à l'extérieur. Ensuite, on a une répartition au niveau des murs qui est assez importante aussi, une déperdition par les murs à égalité avec le renouvellement d'air. Donc là, on va parler de l'étanchéité à l'air du bâtiment. Donc un bâtiment non étanche, on peut identifier on peut dire que de 20 à 25% de ces fuites sont dues à sa non-étanchéité. Je vois des petits messages dans le chat, je ne sais pas ce qu'il en est, Laurie, je ne sais pas si tu vois ce qui se dit et si c'est des questions. Non, c'est bon? OK. Ensuite, du coup, on a une déperdition donc, par les fenêtres qui représente 10 à 15%, par le plancher bas 7 à 10 et par les ponts thermiques 5 à 10. Est-ce qu'il y a besoin de définir la notion de pont thermique rapidement peut-être? Sauf si tout le monde voit ce que c'est. Enfin, je peux la définir. Je pense qu'avec tes mots, il comprendrait mieux. Avec tes mots, il comprendrait mieux. Ouais. Alors, un pont thermique, c'est généralement, donc si on regarde l'image, il y a un plancher qui est bas, donc imaginons du rez-de-chaussée, à la jonction avec le mur extérieur, en fait, quand vous mettez du chauffage à l'intérieur de votre maison. Est-ce qu'on voit ma souris, Laurie, de bouger sur mon écran? Ouais. Alors, quand on va chauffer cet espace de vie, en fait, on va aussi chauffer ses parois. Et donc, ce faisant, les calories se déplaçant toujours du chaud vers le froid, il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ben, on va chauffer cette dalle, on va chauffer ce mur, et finalement, en fait, la jonction entre le mur et la dalle va faire que les calories, faisant plus froid à l'extérieur, les calories qui seraient dans la dalle vont finir par être à l'extérieur. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un pont thermique, en fait, c'est la fuite des calories par l'intermédiaire de la masse structurelle de votre maison. Donc, entendre le parpaing, la dalle en béton, un peu moins les planchers bois,
mais c'est l'idée qui se cache derrière cette notion de pont thermique. Et donc, une fois qu'on a cette idée de déperdition, en fait, l'idée, ça va être de compenser, donc c'est ce qu'on disait en préambule, avec les apports solaires, un peu les apports internes, c'est-à-dire l'activité humaine dans une maison, mais majoritairement, du coup, le chauffage, surtout en plein milieu de l'hiver, comme on peut le constater sur ces derniers jours sous nos latitudes. Louis, Dis-moi. on a une petite question justement Ouais. sur le fait d'isoler sa maison. À savoir, si on isole trop une maison, Oui. est-ce que finalement on peut perdre en apport solaire en fonction du coup de la technique utilisée? Ouais, ok. Alors, effectivement, on va avoir deux types d'isolation. Alors, je réfléchis, est-ce qu'on le présente plus tard ou pas? Alors, je vais répondre à la question. On a deux types d'isolation. Soit on isole par l'extérieur la maison, par l'intérieur, pardon, autant pour moi, à l'intérieur de la maison. Donc, c'est-à-dire, il y a le mur en parpaing, on le met à l'intérieur, on met l'isolation côté intérieur. Il y a le mur en parpaing, on le met côté extérieur. Donc, on va parler respectivement d'isolation thermique par l'intérieur ou d'isolation thermique par l'extérieur. Et donc, quand on isole par l'extérieur, en fait, on vient rajouter une épaisseur, ce qui a tendance à réduire la capacité du logement à recevoir un apport solaire. Lorsqu'on fait une isolation thermique sans faire un remplacement de ces ouvertures. Est-ce que je réponds à la question du particulier? Parce que je peux aller plus dans le détail, mais au début de webinaire, je préfère pas trop rentrer dans le détail. Peut-être que je pourrais aller plus loin au fur et à mesure. Alors, tu fais bien, j'ai checké un petit peu les diapos. On parle de l'isolation, mais on ne fait pas forcément le rapport avec effectivement l'impact que ça va avoir sur les ouvertures. Ok, Et je n'ai pas eu de réponse du particulier, savoir si c'était suffisamment clair ou non, cette question d'isolation. ok. Et ben, ce que je propose, du coup, c'est qu'on avance et qu'au moment de l'isolation des murs, je réévoque du coup les deux techniques avec l'avantage inconvénient qu'on peut retrouver vis-à-vis des apports solaires. Tu me rappelles si j'oublie en passant sur la diapo. Merci, Laurie. Donc là, on a parlé de déperdition, de répartition de déperdition et de comment on va être efficace au niveau d'une rénovation énergétique. Comment on fait pour quantifier ces déperditions? Et la réponse, elle est devant vous. En fait, ça va être l'audit énergétique. L'audit énergétique, en fait, c'est une pratique qui a pour but de repérer comment sont réparties les déperditions de votre maison et quels sont les équipements en place dans votre maison. Entendre par équipement donc lié à l'énergétique, donc majoritairement, ça va être, on entend la ventilation et le système ou le mode de chauffage. Donc, un audit énergétique, en fait, c'est un diagnostic qui est dépendant, enfin qui est précis pour personnalisé à chaque logement. On peut rarement, sauf à typologie de logement équivalente, reproduire un diagnostic de typologie énergétique d'une maison à une autre. L'idée, donc, c'est bien de faire un état des lieux et c'est une prestation qui peut aller de 700 à, alors c'est 1000 euros. On en observe aujourd'hui qui vont jusqu'à 1200, 1300 euros lorsqu'on a un nombre de mètres carrés assez important et une typologie de maison un peu. On n'est pas sur une maison cubique, on est plutôt sur une maison en U, en L, assez allongée avec différentes extensions au fil de la vie du bâtiment, quoi. Donc, plus la maison est simple, moins l'audit coûte cher parce que le relevé de vos parois dure moins longtemps. C'est vraiment le temps qu'on passe à faire ce relevé qui fait que le prix de l'aide prestation augmenterait. C'est ce qui justifie les différences de prix du coup. Alors, du coup, tada, roulement de tambour, qui c'est qui a suivi la première diapositive? Par quoi on commence dans une rénovation énergétique du coup? On a 3 postes, on a 3 choix. Ça va être isolation, ventilation ou chauffage. Chauffage, isolation, ventilation. Dans quel ordre on le fait? Ça va être trop facile. C'est parce que c'est trop facile que vous ne répondez pas. Du coup, Voilà, c'est par l'isolation. effectivement, bonne réponse. On va faire en 1 la ventilation, l'isolation, lapsus. On va faire en 1 l'isolation, en 2 la ventilation et en 3 le chauffage.
attention, on parle bien d'une priorisation de travaux. On ne dit pas que c'est l'ordre dans lequel il faut réaliser ces travaux sur le chantier. On parle bien de la priorité qu'ils ont en termes d'impact lorsque vous voulez vous prémunir contre des factures énergétiques qui seraient élevées, quoi. On parle bien d'importance de postes de travaux vis-à-vis des économies d'énergie. On ne parle pas d'une planification de chantier. C'est important de l'avoir en tête. Du coup, on va rentrer dans le premier gros poste, qui est l'isolation. Et on va voir différents postes de travaux au sein de l'isolation, donc les toitures, les murs et les parois vitrées. Peut-être même les sols. Donc ça, je passe rapidement dessus. On l'a déjà vu au début. C'est juste un rappel de la part du chauffage qui est assez importante. Alors ici, on a une présentation du coût des énergies, plutôt la partie orangée, et le rejet de CO2 fossile, la partie bleutée plutôt. Au milieu, vous avez les différents systèmes de chauffage. Et donc, l'idée, ça va être de réduire l'importance qu'aurait le coût de ces énergies, le choix de votre énergie sur votre chauffage. En effet, lorsque vous isolez, on va dire que vous réduisez votre besoin de chauffage et donc l'impact du coût d'une énergie sur votre système de chauffage va par là même, du coup, être moins importante. Alors, on va aborder une notion qui est assez importante. Jusque-là, on a parlé de déperdition, donc c'est un peu loin d'une considération que peut avoir l'être humain. Si on traduit ça pour notre corps humain, le ressenti qu'on peut avoir, on va parler de confort thermique. Alors, vous avez du coup ici une représentation où on a à gauche une situation où on n'est pas forcément en situation de confort, plutôt une sensation de froid, et à droite, plutôt une situation de confort où on a plutôt une température ressentie à 19 degrés. On va du coup regarder quels sont les éléments qui amènent à avoir cette différence. La première, du coup, c'est le niveau d'isolation. On voit partie en droite qu'il y a la présence d'un isolant le long du mur. Et on regarde ici qu'il y a une température de paroi, du coup, du fait de cette isolation, qui est plutôt de 18 au lieu de 14. Donc, nous, qui avons une température de l'air à 20 degrés, si on n'a pas d'isolation et donc une température de la paroi à 14, le ressenti va être de la moyenne des deux, uniquement de 17. Donc, ce n'est pas forcément confortable, sachant qu'on chauffe et qu'on utilise de l'énergie pour chauffer à 20 degrés, on a un ressenti que de 17. Si on se met du point de vue d'une paroi isolée, on a une température de paroi qui est plus forte parce qu'on a moins de déperdition. Donc, en chauffant à 20 degrés, on fait la moyenne des deux, on arrive à une température de ressenti de 19 degrés. Donc, voilà ce qui peut, en premier lieu, amener à avoir une situation d'inconfort, ça va être la température. Deuxième élément qui peut amener un inconfort, ça va être la vitesse de déplacement de l'air. Donc, typiquement, lorsqu'on n'est pas dans un logement étanche à l'air, on va avoir une tendance à avoir des déplacements d'air. Et donc, en tant qu'être humain, on a des poils, aussi petits soient-ils, sur nos bras, sur notre corps, même de l'ordre du duvet, où on va être du coup sensible à ces déplacements d'air. Et du coup, ça ne nous met pas dans une situation de confort, ça va plutôt nous donner une sensation de frisson. Deuxième chose, la troisième, ça va être le taux d'humidité. Le taux d'humidité dans un logement, c'est bien qu'il soit compris dans une fourchette entre 40% d'humidité relative et 60% d'humidité relative. Donc, pour récapituler, on va observer la température, la vitesse de déplacement de l'air et l'humidité pour identifier qu'on est bien dans une situation de confort. Les deux premiers sont, la température et le niveau d'humidité relative dans une maison, c'est facilement observable. On l'a par l'intermédiaire d'un thermomètre hygromètre qu'on peut trouver facilement en grande surface. La vitesse de déplacement de l'air, c'est souvent plus de l'ordre du ressenti qu'une mesure physique, quoi.
ça nécessite des outils qui sont moins accessibles du grand public. Mais ça peut se faire, et puis dans tous les cas, votre ressenti est le meilleur indicateur, quoi. Donc c'est assez intéressant, on passe d'une notion où on a parlé d'audit thermique à finalement donc quelque chose de très théorique à une notion de confort où vous êtes au centre de l'attention pour la rénovation. L'idée d'une rénovation énergétique, du coup, c'est bien de mettre le particulier, l'occupant, dans une situation de confort. Comment on fait ça? Donc, si l'importance de l'isolation en toiture, si les déperditions sont majoritairement par la toiture, du coup, on commence par la toiture, l'isolation de la toiture. Donc ici, on a mis 3 manières d'isoler la partie en toiture. Les 2 qui sont plutôt en partie haute, on va parler d'isolation de combles perdus. Donc on voit que c'est plutôt sur une surface horizontale, où on va soit projeter de l'isolant en vrac, on va parler d'isolation par insufflation, ou soit on va poser des rouleaux d'isolant, comme c'est le cas dans le schéma de droite, avec du coup une couche dans un sens, une couche perpendiculaire à la première. On va parler d'isolation en couche croisée. La dernière situation, du coup, c'est quand on est plutôt dans des rampants, donc avec une isolation de type oblique, donc entre le vertical et l'horizontal. Et là, du coup, on va s'arranger pour avoir une isolation qui va être entre les 2 chevrons. Dans la majorité des cas aujourd'hui, on se retrouve avec des étages qui sont isolés pour partie en rampant et pour partie en isolation de comble. Donc on retrouve ces 2 typologies d'isolation sur la plupart des R+1 des maisons actuelles, en fait. Donc R+1, donc étage, entendre étage. Le rez-de-chaussée, c'est premier niveau. R+1, ça va être le niveau 1, donc l'étage, le premier. Voilà. Alors du coup, là, c'est intéressant. On a ce qu'on va appeler une thermographie sur l'image de droite. Donc si vous vous rappelez, j'ai évoqué la notion de pont thermique avec des déperditions qui se font aux jonctions entre la dalle et les murs. Et ben, l'image de droite, en fait, est prise avec ce qu'on appelle une thermographie. Donc on met les déperditions en couleur et on remarque que sur cette façade d'immeuble, du coup, de 3 étages, enfin de 3 niveaux, 2 étages, on a une déperdition à la jonction entre les murs porteurs et les dalles porteurs. Donc ça, c'est un pont thermique. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est un pont thermique. Pour se prémunir contre les ponts thermiques, on va parler d'isolation des murs par l'extérieur. Donc là, c'est les 2 solutions qui vous sont présentées à gauche. Une isolation par l'extérieur sous bardage ou une isolation sous enduit. Les 2 sont possibles. Alors du coup, je me souviens de la question du particulier. On se rend compte que ici, en mettant le mur et la menuiserie va être posée sur le mur, si on a une isolation par l'extérieur, en fait, on va avoir un décalage de l'épaisseur de l'isolant plus le bardage entre la fenêtre et le bord du bardage. Donc, en termes d'apport solaire, en fait, on va arriver à quelque chose de moins important en termes d'apport solaire que si vous avez une isolation par l'intérieur. Je ne sais pas si ça répond, si tu as des nouvelles du particulier qui avait posé cette question, et si ça ne répond pas, est-ce qu'on précise la question pour préciser la réponse? Laurie. Alors, par rapport à la personne qui avait envoyé le premier message, j'ai revu. Alors, j'ai notifié les choses entre-temps. Alors, Ça lui va, à lui. Ça me va. Il Ok. arrive. Très bien. Est-ce que tu pourrais faire de la pub sur ta balade thermique Oui, je peux en parler. Je mets ça plutôt. Ouais, dis-moi, Laurie. Ouais, avant de faire un petit point comme de tout ce qui existe pour justement prévenir tous les soucis d'isolation, toutes ces choses-là, j'ai des petites questions techniques du coup qui portent sur ce que tu présentes. Ouais. Donc du coup, souci de pont thermique entre isolation rampant pour partie et faux plafond pour partie. Alors, je suis pas sûre de bien comprendre le sens de la question, mais je pense que c'est dès lors qu'on a la jonction du coup plutôt plancher haut et mur.
Donc même, est-ce qu'on peut traiter ce manque, ce pont thermique entre le plancher haut, donc plancher de comble, quand on fait une isolation thermique par l'extérieur, et isolation soit de plancher de comble ou de rampant de toiture? Parce que là, on a vu surtout les planchers intermédiaires et dalles. Ouais, ok. Alors, ça dépend en fait de la typologie du plancher que vous avez chez vous. Donc là, je m'adresse à la personne qui a posé la question. Si on voit toujours ma souris, en fait, généralement, le plafond le plancher de vos combles est généralement un plancher bois. Et donc, les planchers bois amènent moins de déperdition pas due à un pont thermique qu'un plancher béton, par exemple. Pour autant, on le gère effectivement, on gère la jonction entre l'isolation thermique par l'extérieur et une isolation de rampant ou de comble en mettant en contact en fait, les deux isolants. Donc là, on aborde une notion qui est assez importante. C'est bien la continuité de l'isolant sur toutes les surfaces de la maison qui va assurer une bonne répartition des déperditions et donc éviter l'apparition de ce phénomène de pont thermique. Ce faisant, on règle aussi la question de la perméabilité à l'air lorsqu'on gère correctement ça. Est-ce que ça répond à la question? N'hésitez pas à prendre la parole lorsque c'est vous qui avez posé la question et que j'y réponds. N'hésitez pas à intervenir pour dire que ça répond bien. Oui, concrètement, comment on fait au niveau de la jonction? Parce que moi, j'ai une entreprise qui est intervenue récemment. Ouais. Donc, il y avait les murs verticaux et les rampants. Et à la jonction, l'isolant, il n'est pas en contact. Le placo-plâtre est allé, comment dire ça, les deux plaques de plâtre se sont rejointes, mais les isolants étaient séparés par les plaques de plâtre à la jonction. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, je crois que si. Je crois avoir compris ce que vous dites. Et j'ai interrogé l'entreprise, qui me semblait par ailleurs compétente, et ouais, c'était leur manière de faire. D'accord. Alors, effectivement, on peut difficilement faire cette jonction. Alors, si je comprends bien, vous aviez une isolation de votre mur qui était par l'intérieur et une isolation de votre rampant qui était aussi par l'intérieur. Les deux étaient bien par l'intérieur, c'est ça? C'est ça. Les travaux étaient faits en même temps dans la pièce, oui. OK. Alors, effectivement, pour des questions d'habillage, on aura toujours l'épaisseur de cette plaque de plâtre, qui est l'habillage qu'on met devant l'isolant, donc au plus proche de l'espace du volume chauffé. Et donc, on accepte que cette contrainte soit existante. On ne peut pas trop faire autrement. On n'est pas dans une condition idéale, mais pour la question de l'isolation intérieure, on a effectivement cette discontinuité, mais qui est minime, puisque en fait, on a quand même quelque chose qui englobe votre volume chauffé. Donc, du point de vue de votre volume chauffé, on a quand même une continuité. Ce n'est pas le placo-plâtre d'un point de vue thermique qui a tendance à couper cette continuité. Quand je parle de discontinuité, je parle d'une discontinuité structurelle, donc plutôt d'une dalle béton, de quelque chose de porteur, en fait, qui va porter la chaleur. Ok, merci beaucoup. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Laurie, sur le point isolation? Moi, j'en ai une, Madame Lebonnier. Oui. En ce qui concerne, vous avez parlé tout à l'heure d'une isolation de forte épaisseur. Alors, vous préconisez quoi au minimum, l'épaisseur? Alors, si on est sur la question des murs, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Isolation. Alors, en fait, on va avoir une question d'épaisseur qui va dépendre du matériau que vous allez choisir. Mais globalement, entre 12 et 15 cm, vous aurez une isolation qu'on va considérer comme réglementaire, c'est-à-dire qui respecte les règles en vigueur. En fait, chaque isolant n'ayant pas la même capacité à retenir la chaleur, chaque matériau composant l'isolant n'ayant pas la même capacité à retenir la chaleur, on va adapter l'épaisseur en centimètres de ces isolants à leur faculté à retenir la chaleur. Donc, c'est pour ça qu'on observe une différence de 12 à 15 cm. 12 à 15, oui, parce que là, pour nous, on projette pour une façade au nord. Donc, oui.
Il vaut mieux de 15 cm alors d'épaisseur pour une façade au nord. Alors, effectivement, ça serait à voir en fonction du matériau que vous prenez, mais sachant que plus on augmente l'épaisseur, plus on augmente sa résistance, vous auriez, oui, intérêt à augmenter cette épaisseur. Attention cependant, la plupart de la résistance d'une paroi, donc notamment due à l'isolant, au bout d'une certaine surépaisseur, en fait, on ne gagne plus tant que ça, en fait. Donc, il ne faudrait pas non plus que ce soit, enfin, je caricature, mais il ne faudrait pas que ce soit 25 cm sur vos murs. Ça ne servirait pas à grand-chose. Merci. Merci. Je vous en prie. J'ai aussi une question par rapport à l'isolation. Oui. Madame Gagnard. Oui. Alors, donc le plafond, donc le faux plafond. Oui, le faux plafond, donc, qui est sous le toit, là. Donc, nous avons c'est une maison qui a 25 ans. On a de la laine de roche. Oui. Cette laine, c'est quand même tassé. Oui. Et je ne pense pas que l'isolation ait été croisée, c'est-à-dire dans un sens et dans l'autre. D'accord. Parce que, il me semble que ça n'a été mis qu'entre les je ne sais pas comment on appelle ça. Là, alors, les pannes ou les chevrons, mais les éléments de charpente. Voilà. Ouais. Entre les éléments de charpente. Est-ce qu'on peut faire une deuxième couche croisée alors, de roche? Oui, vous pouvez, mais ce qui demande du coup d'avoir accès à l'épaisseur d'isolant déjà mis en œuvre, et ce qui demanderait du coup dans un premier temps d'enlever certainement le placo-plâtre, l'espèce de faux plafond que vous évoquez, entre vous et l'isolant pour y accéder, sauf si vous avez une autre manière d'y accéder. On a une trappe. Ah, donc vous parlez d'une isolation de comble du coup plutôt? Oui. Ah je oui. sais pas. Oui. Ouais. Alors, pour rappel, je reviens un peu en arrière, vous avez une isolation plutôt en partie horizontale, d'une partie horizontale au sol en laine de roche. C'est ça. OK. Alors moi, mon conseil, ça ne serait pas de mettre une couche croisée par-dessus pour des questions. Enfin, si votre isolant a 25 ans, on peut considérer qu'il est arrivé en fin de vie. Donc ça se mesure. Hein. Vous demandez à un artisan de venir chez vous et il vous qualifiera l'âge de votre et la qualité de l'isolation en place. Potentiellement, ça demandera à ce que la laine existante de roche soit enlevée pour nouvellement mettre en œuvre un isolant. On évite en fait de mettre de l'isolant par-dessus de l'existant pour des soucis de longévité du produit en fait. Si vous avez une laine de roche qui a déjà vu l'humidité, en fait, et c'est certainement le cas puisque ça fait 25 ans qu'elle est là, donc c'est normal, faudrait pas que ça accélère en fait la ruine de l'isolant nouvellement mis en place et donc que ça réduise la durée de vie du travaux que vous avez effectué, enfin que vous apprêtez à effectuer. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut enlever et puis après choisir soit le même type d'isolant, soit un autre. Exactement, oui. D'accord. Et on y vient justement pour les choix des isolants. On va venir, c'est les diapos qui suivent. Alors, je peux témoigner là-dessus parce qu'on a fait l'isolation des combles il y a 2-3 ans, monsieur Lemonnier. Oui. Et on a enlevé l'ancienne laine de roche qui existait, et pourtant la maison était assez récente, elle date de 2007. Elle était abîmée, on a tout enlevé et on a mis de la laine de bois sur 45 cm d'épaisseur. Et je peux vous dire qu'on a gagné facilement 2-3 degrés dans la maison, été comme hiver en isolation. Et avec quel confort de thermique, peu importe la saison en plus, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Bah, merci pour ce témoignage. Merci. Parfait. Je me permets de faire une petite intervention. Je vois qu'il nous reste encore pas mal de sujets à traiter. Oui, et qu'on est à un quart d'heure de la fin. Ah non, déjà ? Ouais. Désolé. Je vais freiner un petit peu les questions. N'hésitez pas à continuer à les poser dans le chat. Je vais essayer de les regrouper et de les condenser pour qu'on puisse faire un petit temps d'échange rapide en fin de webinaire. Marche. Ok, désolé, j'avais pas eu le temps d'en passer. Du coup, ici, on évoquait la question de l'isolation thermique par l'intérieur pour couper ces ponts thermiques.
on a toujours cette isolation conventionnelle qu'on utilise majoritairement aujourd'hui en France, qui est l'isolation par l'intérieur, donc c'est-à-dire du côté habitable de votre maison. Donc on a bien toujours le mur avec notre isolant côté intérieur et le panneau de finition. Donc ce dont on parlait, c'est généralement le plaque-au-plâtre, et aujourd'hui on commence à voir des produits de type Fermacell qui arrivent sur le marché. Dans tous les cas, on appelle ça du panneau de finition. Une fois qu'on a géré les murs, on va gérer du coup une autre type d'isolation qu'on va appeler de parois vitrées. Donc on parle évidemment des fenêtres. Donc ici, on a une gradation en fait des typologies de vitrage du moins efficace au plus efficace. Alors le simple vitrage, on voit facilement ce que c'est, le double vitrage aussi. Une autre génération de double vitrage, en fait, c'est ici entre deux vitres, vous avez historiquement un vide d'air, mais de l'air, ce qu'on arrivait à mettre dedans. Et on s'est rendu compte qu'en fonction de la composition de l'élément entre les fenêtres, on arrivait à avoir plus ou moins d'isolation. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'argon, ou moins fréquemment, mais plus récemment, le xénon, pouvait remplir cette fonction d'isolant aussi. Et donc là, on a aussi la version triple vitrage, qui est rarement nécessaire, sauf sur des façades au nord ou des projets qui se veulent très performants, qui veulent aller chercher vraiment de la performance. Ceci dit, il n'y a pas de règle généraliste, chaque projet est différent, donc ça demande quand même une analyse de ce dernier. Les éléments à avoir en tête, UW, donc U, ça paraît un peu barbare, mais U, ça caractérise la transmission thermique, donc c'est la capacité du vitrage à faire transiter des calories en son sein. Donc c'est l'opposé de la résistance thermique. Au niveau des murs, on parle d'une résistance thermique, donc la capacité à garder la chaleur. Au niveau des fenêtres, c'est l'inverse, on parle de la capacité à transmettre. Donc W, pour les personnes qui font un petit peu d'anglais, c'est le W pour Windows. Le petit D, c'est pour door, pour porte. Et on a le dernier facteur, qui est le facteur solaire. Donc, c'est la capacité du vitrage à faire en sorte que les apports solaires fassent une partie du chauffage. Donc, S pour Sun et W pour Window. Donc, voilà. À retenir sur l'isolation, l'isolation, pour être performante, doit réduire les ponts thermiques. Ce qui implique de favoriser l'ITE par rapport à l'ITI, donc ITE, isolation thermique par l'extérieur, par rapport à l'ITI, isolation thermique par l'intérieur, pour justement cette notion de pont thermique. On va essayer de concilier isolation et confort d'été. On va voir comment. Et on voit que plus on isole, plus le besoin de chauffage diminue. Et c'est pour cette même raison que le scénario de rénovation commence par l'isolation, puis ne fait état du chauffage qu'en dernier dans les réflexions. D'abord, on réduit notre besoin de chauffage, ensuite on voit comment on peut compenser les déperditions restantes. Alors, petit point sur les matériaux. Alors ça, je vais passer... Enfin, c'est les questions des épaisseurs, mais... on enverra le webinaire, donc peut-être vous pourrez passer sur cette diapositive plus précisément. Ça répond à certaines de vos questions, je pense, mais j'aimerais bien passer sur tout. Alors ça, c'est technique aussi. Je passe directement sur la ventilation, du coup, pour essayer de finir dans les temps. Ventilation. Le rôle de la ventilation, ça va être d'extraire l'humidité. Donc, si vous vous souvenez, pour être dans une situation de confort, on va essayer d'avoir une humidité relative entre 40 et 60%. Et bien ça va être le rôle de la ventilation, extraire l'humidité. Donc ça, c'est son rôle prioritaire. Elle en a d'autres, ça va être par là même d'éliminer les polluants. Et donc, si on a extrait l'humidité et les polluants, vous allez gagner en confort chez vous. Comment voir qu'on n'a pas suffisamment de ventilation? On peut avoir apparaître de la moisissure sur les murs ou un papier peint qui se décolle. On peut avoir aussi une sensation d'humidité dans les vêtements, dans les draps. Donc, ça veut dire qu'il y a un excès d'humidité. Ça serait à vérifier si ça vient bien de la ventilation ou si ça peut venir d'autre part. Mais la ventilation peut dans tous les cas aider.
On fait effectivement lorsque vous n'êtes pas entre cette tranche de 40 à 60% d'humidité relative, ces fameuses moisissures qu'il y aura sur les murs en fait, peuvent avoir une conséquence sur votre santé. Donc voilà, faut juste l'avoir en tête. Alors une fois qu'on sait ça, comment on ventile? Ce qui est majoritairement répandu, c'est la ventilation simple flux. On a du coup un schéma explicatif ici. On extrait l'air uniquement dans les pièces humides, la salle de bain, les toilettes et la cuisine. On envoie ça à l'extérieur et du coup, sachant qu'on a extrait de l'air ici, la maison se retrouve en dépression, donc elle manque d'air. Par opposition, l'extérieur, forcément, est en surpression par rapport à la maison. Et donc, la nature ayant horreur des déséquilibres, eh ben, l'air va avoir tendance à rentrer naturellement et ça y est, on a notre cycle de ventilation qui est assuré. Les entrées d'air sont situées à l'opposé des extractions d'air de la maison, donc majoritairement les chambres et la pièce salon-cuisine. Salle à manger, autant pour moi. L'intérêt de ça, c'est que c'est un système qui est relativement efficace et qui permet d'avoir un asservissement électrique très faible, un entretien et un coût matériel qui est relativement peu onéreux. Les inconvénients, c'est qu'on a des effets de courant d'air au niveau des fenêtres, forcément, puisqu'il y a une notion de faire rentrer l'air par ces endroits. Si on n'est pas sur une simple flux, on va parler de double flux. L'intérêt d'une double flux par rapport à une simple flux, ici, vous avez du coup payé pour chauffer de l'air qui va se retrouver extrait. Et on se dit que c'est quand même un peu dommage. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on oublie les entrées d'air au niveau des ouvertures, on continue d'extraire dans les pièces humides, que sont la cuisine, la salle d'eau et les toilettes. On envoie ça à l'extérieur, mais on envoie de l'air chaud à l'extérieur. Donc, pour éviter de perdre cet air chaud, les calories qui sont dans l'air, on transfère ces calories par l'intermédiaire de cet échangeur à l'air entrant que l'on souffle. Donc, de la même manière, dans les mêmes pièces que sont les entrées d'air, donc sur une simple flux, les chambres et les espaces de vie type salon, salle à manger. L'idée du coup de la double flux est venue du fait de récupérer les calories. C'est un système qui est plus cher que la simple flux, avec un asservissement électrique aussi plus important, puisque le moteur a besoin de plus d'énergie pour fonctionner. Mais avec le gros avantage, c'est quand même qu'on a une qualité de l'air intérieur supérieure à tous les autres types de ventilation. Entretien aussi. Et un coût d'entretien qui est plus élevé que la simple flux, oui, effectivement. On parle de changement de filtre au niveau de l'entretien. Ouais. La dernière partie, le chauffage. Une fois qu'on a isolé, du coup, on a géré la thermique du bâtiment, on s'est affranchi de la notion des courants d'air et avec la ventilation, on a extrait l'humidité. Ce faisant, il nous reste quand même des déperditions qu'on a besoin de compenser. Et donc là, on va essayer de voir comment il est possible de le compenser. Alors, je passe rapidement là-dessus. On a des critères de choix quand même rapidement sur un système de chauffage qui peuvent être aussi bien économiques, on le voit sur cette première diapo, qu'écologiques, donc avec le bilan carbone des différentes énergies. On parle ici notamment de l'intérêt du bois. On entend régulièrement que les chauffages au bois sont interdits en ville parce qu'ils émettent. Il faut avoir conscience qu'un système au bois performant n'émet que le CO2 qui a été stocké pendant la durée de vie de l'arbre à qui on a prélevé le bois pour le mettre dans l'insert ou le poêle. Donc, on a quand même un rejet qui est largement inférieur lorsque le système est efficace à un système de type foyer ouvert, par exemple, donc une cheminée à foyer ouvert. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce petit laïus sur l'intérêt du bois énergie, parce qu'on est sur quand même un cycle du carbone qui est assez vertueux et renouvelable, puisqu'on parle d'échelles de temps qui sont plus ou moins nos espérances de vie humaines, quoi. Donc, on le gère à une échelle qu'on est capable avec laquelle on est capable d'interagir. Si on n'est pas sur l'énergie bois, on y reviendra, on est sur des radiateurs électriques, donc de type convecteur, les fameux grille-pains, radiants ou très récemment dits à inertie ou à fluide caloporteur.
Donc voilà, on voit, ça c'est la partie de gauche. Si on n'est pas sur des émetteurs de type électrique, on est sur des émetteurs qui transportent de l'eau, donc plutôt haute température, avec une petite surface d'échange, les radiateurs. Là, on a le fameux radiateur en fonte qui a été très largement utilisé, qui l'est toujours en rénovation pour certaines rénovations. Et ici, on a le système basse température, donc avec peu d'énergie, donc basse température, mais une surface d'échange beaucoup plus grande, généralement toute la surface du plancher de la maison. Ensuite, on va avoir deux types de technologies. Les technologies qu'on va appeler centralisées, de type chaudière ou pompe à chaleur. Donc ici, on a le principe de fonctionnement d'une chaudière, là d'une pompe à chaleur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra plus expressément dans le temps de questions-réponses. Je passe dessus, je dis juste que ça existe. On a aussi les systèmes solaires, en fait. Attention, il ne faut pas confondre ça avec le photovoltaïque. Le panneau solaire que je présente ici est bien un panneau solaire thermique. Typiquement, la surface de panneau que vous avez sur une toiture, en fait, il faut imaginer un serpentin en cuivre qui circule dans cette surface d'échange, exposé au soleil. Et donc, le soleil chauffe cette surface qui est reliée au ballon et qui vous permet, par l'intermédiaire d'une chaudière d'appoint, d'alimenter votre circuit de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Si on n'est pas sur des systèmes centralisés, on va parler de systèmes indépendants. Et donc, du coup, là, on va parler de poêle à granulés ou de poêle à bûche, poêle ou insert à bûche. Donc, bien avoir en tête, soit c'est une énergie localisée dans le logement, soit c'est une énergie plutôt répartie dans le logement, avec la question des appareils centralisés. C'est la grosse différence qu'on va faire entre ces deux familles. Et du coup, je vous laisse venir à moi pour les questions sur les aides financières. Elles existent, mais je préfère donner la priorité à vos questions sur la partie technique ce soir, étant donné qu'on est quand même sur la question de la priorisation des travaux, ce qui n'empêche pas d'aussi répondre aux aides financières, mais je veux prioriser sur justement les travaux. Désolé pour la répétition. Et à rappeler que tu fais un autre webinaire le 1er février sur les aides. Exactement, ouais, justement, merci Kevin, tu fais bien de le rappeler. Justement, ouais, vu qu'on présente cette thématique dans un autre webinaire, je me permets de ne pas passer de temps dessus. Mais vous êtes aidés. Et dans tous les cas, si peut-être conclusion qui peut être intéressante, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec nous pour les questions spécifiques, mais on va commencer le temps de questions-réponses pour commencer à se déplacer tranquillement vers une réponse à vos besoins de maintenant. Laurie, des questions ? Parfait, merci Louis. Alors, on avait une petite question, alors toujours par rapport à l'isolation thermique par l'extérieur et les apports solaires Oui. de Marie-André, Oui. à savoir si, donc du coup, l'apport solaire ne dépend-il pas davantage de l'exposition de la façade, une isolation par l'extérieur d'un mur à l'ouest, a-t-il un réel impact sur les déperditions? Donc là, je pense qu'il y a une petite confusion. Il y a deux questions. J'entends deux questions. En tout cas, les apports solaires dépendent effectivement majoritairement de l'exposition de la maison et dans un second temps, en fait, du décalage entre le bardage ou l'enduit extérieur de l'ITE et la fenêtre. Mais vous avez raison, le critère premier, ça va être l'exposition. Donc, si on est plutôt au sud qu'au nord, typiquement, on va avoir effectivement un apport solaire plus grand. Donc ça, je réponds à la première partie. Deuxième partie, tu peux me rappeler la deuxième partie de question, Laurie? Isoler un mur qui se situe à l'ouest, alors qu'il n'est pas au nord, par exemple, isolé par l'extérieur, est-ce qu'il y a un réel gain à faire ce travail oui, sur les alors, déperditions? on a toujours un intérêt à isoler une paroi, mais cet intérêt est tout relatif lorsqu'on fait des travaux séparément. C'est-à-dire là, la situation qu'on évoque, c'est isoler un pignon ou une façade à l'ouest. Moi, je n'ai pas connaissance de l'état d'isolation des autres façades ou pignons, donc ça me pose question sur la pertinence globale de cette isolation. Donc c'est sûr, vous n'aurez pas de déperdition par ce mur à l'ouest, mais les répartitions des déperditions vont se répartir autrement. Je ne suis pas sûr qu'on les réduise. On va les réduire localement par ce mur ouest,
mais les calories vont toujours trouver leur chemin. Donc, il y a un intérêt qui est tout relatif à faire un seul pignon à la fois. Donc, l'intérêt de faire une isolation sur un seul pignon aux façades serait vraiment au nord, quoique même là, ça peut poser question. Je ne sais pas si ça répond à la question du particulier. Oui, mais c'était pour donner un exemple. Si on isole par l'extérieur un mur à l'ouest, donc qui apporte peu de chaleur solaire, j'imagine, le mur à l'ouest. Au contraire, c'est presque celui le plus important. Il est presque plus important que le sud, parce que le sud, le soleil est trop haut. Et donc, l'incidence du soleil, quand ça chauffe, n'est pas vraiment à 90 degrés par rapport au mur, tandis qu'à l'ouest, c'est le coucher du soleil. Et donc là, le soleil va arriver à 90 degrés. Alors certes, il est moins puissant parce qu'on est plus dans la soirée, mais l'axe sud-ouest est celui où on constate le plus d'apport solaire. Ok, d'accord. Non, mais j'ai bien compris qu'il fallait réfléchir à quelque chose d'ensemble, d'où l'intérêt de l'audit, là. Oui, tout à fait. Oui. Ok. Et vous aviez une seconde question au sujet justement de l'intérêt des toitures végétalisées pour les toits plats. Oui, parce qu'il y a une époque, c'était très à la mode, on en parlait beaucoup, mais maintenant, je n'entends plus du tout parler. Est-ce que c'est vraiment isolant? Enfin, quelle durabilité, quel entretien, les artisans compétents pour le faire? Enfin, je ne sais pas, je n'en vois plus, moi, autour de moi qui se font. Je ne sais pas. Alors, la thématique de la toiture végétalisée est assez complexe. C'est de par son savoir-faire, en fait. Elle demande un savoir-faire qui est assez important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va ramener de la matière végétale qui est assez lourde, assez dense, de la terre. Du coup, on va avoir une première contrainte qui va être structurelle, de résister, d'avoir une structure qui va résister à ce poids-là. Ensuite, si on ramène de la terre, on va ramener des végétaux, on va devoir gérer la question de l'humidité. Humidité, bâtiment, on voit bien par l'intermédiaire de ce webinaire que, on peut commencer à en avoir une petite idée. C'est quelque chose qu'il faut gérer sérieusement pour éviter d'avoir des contraintes sur le confort des habitants. Donc, on va avoir une gestion étanche de cette toiture par rapport à l'intérieur. Pour autant, le résultat, c'est que quand on rapporte de la masse sur une maison, on va avoir ce qu'on appelle de l'inertie, et le tapis végétal peut représenter une isolation. Donc, en termes de procédé d'isolation, ça fonctionne, mais ce n'est pas la solution qui est la plus économique, ni la plus accessible techniquement. Peut-être ce qui fait ça une pub qui n'est pas forcément évidente à faire, et donc ce qui justifierait le fait qu'on entende moins parler actuellement, peut-être. Merci. On a du coup après encore deux autres questions. Alors, une qui porte sur le souci que peut causer, alors du coup, la déperdition que peut causer la mise en œuvre de coffres de volets roulants en linteau sur les fenêtres. Est-ce que le particulier peut préciser sa question pour être sûr? Je pense avoir une idée de la réponse, mais si ça peut être précisé, je veux bien. Oui, il peut. Très bien, merci. En fait, on a des coffres de volets roulants qui ont été mis en linteau à la construction de la maison en 1991. Oui. Et on a un peu l'impression que c'est des vrais passoires thermiques, quoi. Et du coup, quand on va faire une isolation, même si c'est une isolation par l'extérieur, est-ce qu'il ne faut pas mieux changer ce système-là? Alors, il reste malgré tout un immense vide dans le mur. ok. Alors, arrêtez-moi si je me trompe. Ce que je comprends, c'est que votre coffret de volet roulant est à l'intérieur, mais votre volet roulant se déroule à l'extérieur, et ce coffret de volet roulant n'est pas isolé. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le volet se déroule à l'extérieur, mais oui. le coffre de volet roulant est en linteau au-dessus des ouvertures. Ok. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la typologie de travaux, mais toujours est-il qu'il faudra quand même assurer une isolation de chacune de vos parois donnant sur l'extérieur.
Donc, si ce linteau assuré par un coffret de volet roulant représente un élément donnant directement sur l'extérieur qui n'est pas isolé, ça représente effectivement un point d'amélioration pour vous et qui sera intégré lors d'une réflexion effectivement sur une ITE si c'est un travaux que vous projetez de faire. Ça sera à notifier aux artisans que vous consulterez lors des possibles travaux. Ouais, effectivement. Oui. Du coup, on cherche comment résoudre cette question-là, en fait. Comment intégrer malgré tout les volets roulants sans avoir une déperdition monumentale. Ce qui peut être fait, c'est avoir un coffret de roulant qui est directement en extérieur, intégré à l'isolation thermique par l'extérieur, et du coup d'avoir une étanchéité à l'air en lieu et place de votre coffret de roulant actuel, ou quelque chose de structurel. Là, du coup, la finalité de réponse dépend vraiment de la typologie de travaux. Sans être sur place, c'est difficile, mais un artisan, dans tous les cas, est capable de répondre à cette contrainte-là. Merci. C'est un problème assez récurrent. Ça. Ouais, on appelle ça un point technique caractéristique. C'est-à-dire que c'est souvent… On en parlait, c'est les interactions entre l'isolation et les coffres de volets, c'est une cata, quoi. Ouais, surtout qu'en urbanisme, ils refusent assez régulièrement la mise en œuvre des coffres de volets roulants à l'extérieur, alors qu'il y a isolation thermique par l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut dire aux gens aussi souvent qu'ils veulent changer justement leurs ouvertures et les volets roulants, mais si ils pensent à faire une isolation extérieure, après il y a toujours le budget évidemment qui est en jeu, mais qui pensent à la faire peut-être avant, parce que des fois ils veulent le faire quelques années après et ils leur disent qu'il faudrait changer et réduire finalement leur coffre de volets roulants pour pouvoir y mettre et insérer l'isolation, enfin l'insérer dans l'isolation, et après ils sont bloqués en fait et ils sont obligés de changer leurs volets qu'ils ont changés il y a à peine 3 ans, quoi. C'est un très bon point, ouais. Ouais, donc des fois, il faut peut-être prévenir les gens avant qu'ils fassent travaux. Bon, après, pour voir. Mais c'est vrai que ça, c'est un problème assez récurrent chez les gens. Ouais. C'est un très bon point qui est soulevé là, l'interaction et l'impact que peuvent avoir certains travaux sur la bonne réalisation d'autres travaux. C'est l'intérêt en fait de réfléchir sur une rénovation globale. Ce soir, on la présente poste par poste parce que c'est une entrée en matière. Mais lorsque vous prenez rendez-vous avec nous, avec notre service, c'est vrai qu'on s'attache à avoir ces réflexions plutôt de manière globale. Ce qui est difficile à voir sans avoir un exemple type, mais en rendez-vous, c'est vrai qu'on s'attache à le faire. Tu fais bien de le rappeler, Kevin. Ouais. Il y a des interactions entre lots et malheureusement, il faut peut-être y penser avant parce qu'après, on arrive sur des problèmes et puis on se dit j'ai mis autant d'argent là-dedans et puis finalement, il faut en remettre. Ouais. Donc, maintenant, les artisans, ils sont de plus en plus, ils savent de plus en plus, donc ils préviennent les gens, mais bon, on n'en est pas encore, c'est pas encore ça, quoi. Non. Voilà. D'autres questions, Laurie, ou pas sur la technique? Tout à fait. On va avoir une dernière question justement au sujet de la pompe à chaleur RR. Est-ce qu'une pompe à chaleur RR assure la ventilation? Elle le peut. C'est un service… la pompe à chaleur RR, non, elle n'assure pas la ventilation, pardon. J'ai entendu clim quand tu as dit ventilation. T'as pas dit, hein, mais j'ai entendu ça. J'ai pas entendu parler de pompe à chaleur qui assurait la ventilation d'un logement. Mais peut-être il y a une confusion qui est faite avec la possibilité d'avoir ce qu'on va appeler un ballon thermodynamique, qui est finalement un ballon d'eau chaude sanitaire, au-dessus duquel il y a une petite pompe à chaleur qui permet de récupérer, donc si je me mets du point de vue de la ventilation, parce que c'est ça qu'on évoque, en fait, il faut imaginer un petit air, un flux d'air qui va passer dans cette petite pompe à chaleur, et ce flux d'air, en fait, est l'air sortant de votre ventilation simple flux. Donc, c'est le même principe que la double flux. On va récupérer les calories de votre ventilation pour… Tu peux montrer avec ta souris, excuse-moi, mais je la vois pas. Ouais. Non, tu fais bien, dis-moi. L'air est extrait du coup de vos pièces humides, elle va passer dans le moteur, et juste après ce moteur ou juste avant, on a un échangeur en fait qui est prévu de type pompe à chaleur, du coup, c'est vraiment le principe, et qui va être relié, sous lequel il y a votre ballon en fait. Et donc, vous récupérez les calories de votre
air extrait de ventilation pour permettre un préchauffage de votre ballon d'eau chaude sanitaire avant que les calories soient rejetées à l'extérieur. C'est peut-être ça qu'on évoque, mais si ce n'est pas ça, je ne vois pas ce qu'il en est. Pour une pompe à chaleur air-air, pour moi, elle ne fait pas de ventilation, sauf si on évoque un ballon thermodynamique. C'est ça. Parce que le principe de la pompe à chaleur air-air, c'est que l'air de votre logement qui est directement réchauffé. Il n'y a pas d'insufflation d'air neuf, donc pas de renouvellement d'air. Et on a aussi du coup une question qui s'est rajoutée là. Pour un aménagement de comble, quelle épaisseur préconisez-vous en isolation, sachant que c'est par la toiture qu'il y a le plus de déperdition? Alors, on va avoir un R de 7. D'un point de vue des aides financières, faudrait, je dirais, 28 à 32 cm en fonction du matériau que vous choisissez. Donc, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, au minimum, ça serait 28 à 32 cm. Tu m'entends, Laurie? Ouais, alors je pense que justement, là, si on parle aménagement de comble, dans ce cas-là, on doit être du coup sur une isolation de rampant de toiture. C'est ça. Si on les aménage. Ouais, donc, avec un R de 6, ouais. Ouais, c'est ça, de 6. Parce que j'avais entendu 7, pardon. Ouais, pardon. Non, du coup, la réponse est 28 à 32 cm. Moi, ce n'est pas tant l'épaisseur de l'isolant qui va être mis en œuvre qui me questionne sur une isolation de rampant. Ça va plutôt être le matériau. En fait, quand vous isolez en rampant, ce qui va être important, c'est que votre isolant sache résister à la chaleur, en fait, pour les questions de confort d'été. Parce qu'il n'y a que l'épaisseur de votre isolant qui va assurer le déphasage de la chaleur en période estivale. Et donc là, on va parler d'une notion qui s'appelle le déphasage, qui est la capacité d'un isolant à retarder l'entrée de la chaleur dans votre maison. Et donc, on a un isolant qui a été évoqué tout à l'heure par un particulier qui a pris la parole, qui s'appelle la laine de bois, qui est réputé avoir un déphasage important. Globalement, on peut aussi parler de biosourcés plus largement, ou végétaux, qui ont cette capacité à déphaser l'entrée de la chaleur. On va parler de ouate de cellulose, de laine de lin, de coton, de chanvre, ou un complexe mixant plusieurs de ces matériaux. Donc, c'est plutôt ça qui serait intéressant de regarder lors d'un aménagement de comble qui amènerait à isoler vos rampants, le matériau. Oui, parce que ça coûte une fortune. Fume de bois. Ouais, en plus des délais, mais du coup, c'est vraiment pour donner l'idée. Effectivement, réalistement, on a des délais et ça coûte un peu plus cher. Mais en parlant de rentabilité économique, ça devient intéressant quand même. Mais c'est vrai que les gens parlent souvent d'épaisseur, alors qu'aujourd'hui, on arrive à avoir. Moi, je pense qu'ils devraient plus parler de résistance de air, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à les faire de moins en moins épais, en fait, et plus en plus. Meilleur, quoi. Meilleure qualité. Thermique. Donc. Tu as une autre question, Laurie. Hey. Alors du coup, on a une autre question sur les chaudières gaz. Savoir l'intérêt du coup des différents modes de chauffage et notamment le petit sujet gaz de ville RE 2020. Madame Marie-André se questionne sur le fait que potentiellement, est-ce qu'elle ne pourrait plus installer de chaudière gaz alors que c'est son mode de chauffage actuel et que ça lui va? Ouais, la RE 2020. Ça fait partie de la question, la RE 2020 ou pas? C'est le particulier qui le cite? Non, c'est parce qu'elle dit que justement, on ne pourra plus en installer. Donc, je pense que sur les médias, ça a fait beaucoup. Alors, on entend effectivement qu'on ne pourra plus en installer parce que ce qui se passe au niveau technique dans le bâtiment, c'est qu'il y a une réglementation qui est apparue qui prend en compte au fait, les gaz à effet de serre de manière beaucoup plus importante que c'était le cas jusqu'à présent. La filière gaz étant émissive, en fait, la réglementation qui va rentrer en vigueur ne va pas permettre l'installation dans du neuf, le gaz, à moins d'avoir certaines solutions qui permettent de réduire leur émissivité. Là, on parlerait d'une rénovation puisque vous êtes déjà propriétaire avec un gaz installé. Donc, la réglementation dont je parle ne s'applique pas à vous.
premier élément de réponse. Le deuxième, c'est qu'on dit aussi qu'on est en train de sortir du fuel et on commence tout juste à réussir à sortir du fuel à coup de grandes opérations sorties de fuel pour aller vers d'autres systèmes de chauffage. Et donc, c'est toujours pas effectif et pourtant, c'est un objectif depuis un bon bout de temps maintenant. Il est difficile pour un gouvernement de dire on vendra plus de chaudière gaz. Sachant que c'est votre système actuel, je vois pas comment ça serait possible et réaliste. Donc, dans la rénovation, il n'y a pas d'inquiétude avant l'horizon, je pense, 2026-28 à avoir. Bah, je ne suis pas fermée à changer, mais c'est tellement confort le gaz de ville. Et je ne sais pas par quoi remplacer, en fait. Ah bah, ça donne lieu à un rendez-vous avec nos services, typiquement. Hein. OK. Mais l'idée d'aller vers des économies d'énergie, c'est aussi préserver le système en place et en augmentant sa durée de vie, en retardant son remplacement. On est toujours plus économe qu'en en remplaçant parce que c'est une énergie qui serait moins vertueuse, quoi. C'est un autre point de vue qui prend le contre-pied de ce qu'on peut entendre, mais ça peut valoir le coup d'être entendu, quoi. Il faut voir si les réseaux sont en adéquation avec un changement aussi. Ça, il faut voir. Ouais, typiquement, c'est ce qu'on voit dans un rendez-vous, effectivement. Ouais. Il y aurait toutes ces questions-là à se poser, typiquement pour le projet. Excusez-moi, Madame Lemoynier, parce que j'ai posé une question il y a 10 minutes, mais elle n'apparaît pas dans la fenêtre. Ah bah, je vous en prie, allez-y. Quelle technologie choisir entre un poêle à bois ou à pellet? Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez avoir quelque chose où vous n'avez pas beaucoup de contraintes sur le fait de régler cette machine, mieux vaut, ou de la manutention du bois, mieux vaut aller vers le pellet parce qu'il a la capacité d'être automatisable par rapport au poêle à bûche. L'inconvénient du poêle à pellet, c'est qu'il constitue une énergie plus chère que ne l'est le poêle à bûche. Donc, c'est là-dessus que vous allez vous décider. Poêle à pellet versus poêle à bûche, on parle de prix de l'énergie et de l'intervention humaine que vous voulez avoir sur votre système de chauffage. Est-ce que vous êtes prête à... Parce que ça a un impact le rechargement du bois. Donc, est-ce que c'est un mode de vie qui est en adéquation avec ce que vous voulez chez vous? Ça serait ça la décision que vous auriez à prendre, par exemple. Par contre, ça chauffe aussi bien. Ça chauffe aussi bien, quoi. Mais Alors, le pellet sera ça sera plus efficace, aura un meilleur rendement que le bois bûche. Et tout à l'heure, dans vos diapos, il y avait bois déchiqueté, donc c'est ça, non? C'est le pellet ou c'est différent? C'est encore différent. La dénomination que vous pouvez entendre autre que déchiqueté, ça pourrait être je les appelle plaquettes. En fait, c'est vous voyez les copeaux de bois qu'on peut voir en ville qui composent les terreaux de c'est à peu près ça. Ah, d'accord. Le copeau de bois déchiqueté, c'est ça. C'est-à-dire que c'est du bois du bocage qu'on a passé dans une moulinette et ça fait du copeau comme cela. Ça, c'est encore plus économique pratiquement que le bois à bûche, quoi. Et surtout que le granulé. Ah oui, on peut mettre le bois déchiqueté comme ça dans un poêle à bois. Attention, il faut quand même regarder la concordance la capacité de votre poêle à recevoir ce genre de bois, quoi. Ouais. Ça se prévoit. Et si vous hésitez éperdument entre le bois granulé et le bois bûche, il y a toujours la solution du mixte pour les éternels indécis. Ça existe aussi et ça permet en même temps, lorsqu'on a ce qui est le cas par exemple en ce moment à Rezé, une pénurie sur le granulé, d'avoir toujours la solution du bois bûche sur laquelle se retourner. Ah oui, donc c'est important ce que vous dites. Oui. Très bien, merci. Je vous en prie. Je pense qu'on a fait le tour, Laurie. Exactement. Là, on a bien fait le tour des questions-réponses. Et donc, comme tu le disais, s'il y a besoin de précision ou de conseils un petit peu plus personnalisés sur votre projet de rénovation, votre maison,
enfin voilà, plus personnalisé. N'hésitez pas du coup à prendre rendez-vous avec nous via notre site internet donc, qui est affiché juste en bas là, ou à nous appeler directement via la ligne téléphonique marquée juste en haut de la diapositive. Alors pour le coup, non, tapez Maison de l'Habitant sur Internet plutôt que ce numéro-là. Je vous dis ça suite à un retour comme quoi ce numéro-là serait plus effectif. J'ai appris ça ce matin. Donc pour être sûr, tapez Maison de l'Habitant sur Internet, comme c'est écrit ici, et vous avez un numéro de téléphone qui sera proposé. Celui-là, on est sûr qu'il fonctionne. On est beaucoup plus sûr du fait que vous nous réussissiez à nous joigner par l'intermédiaire de celui qui s'affichera. Et si on n'est pas dans le 44? L'idée, c'est d'aller... Régional ou départemental? Pour le coup, ça sera départemental. Donc, du coup, la réponse, c'est vous allez sur vous allez sur faire.gouv.fr et vous tapez 49, enfin vous tapez votre code postal et vous aurez les liens. Mais enfin, Alizé, donc l'association pour laquelle on fait cette intervention, est aussi présent dans le 49. Donc vous aurez nos collègues, mais du Maine-et-Loire. Ok. Mais du coup, pour avoir leur numéro par l'intermédiaire de faire.gouv.fr sur Internet, vous l'aurez. Merci. Je vous en prie. Excuse-moi, Laurie, je te laisse terminer. Non, t'inquiète. Bon, ce coup-ci, normalement, on est bon. Il y a pas mal de petits remerciements que tu reçois sur le chat. Du coup, nous avons fait le tour du webinaire. Je vous enverrai la présentation, donc le support de présentation et l'enregistrement vidéo avant la fin de la semaine. Et puis, du coup, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, à bientôt, soit pour un prochain webinaire ou pour un futur rendez-vous à la Maison de l'Habitant ou dans le coin où vous habitez. Merci, bonne soirée. Merci et bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Très bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.